Salut à tous, salut à tout le monde qui nous suit pour le moment. C'est votre ingénieur Gustave Gianni. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics et nous sommes là dans le cadre de l'émission Génie civil et réponse. En fait, l'émission Génie civil et réponse permet à tout le technicien œuvrant dans le domaine du génie civil de pouvoir retrouver des réponses à toutes les questions qu'ils peuvent poser par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent dans le domaine du génie civil. Donc, en fait, vous allez retrouver cette émission régulièrement. Et là, nous sommes au numéro 1. C'est le numéro 1 de cette émission, Génie civil et réponse. Donc, nous allons continuer comme ça. Numéro 1, numéro 2, 3, 4, ainsi de suite, par rapport à toutes les questions qui seront posées. Donc, le rythme de jeu, en fait, c'est que vous suivez l'émission, vous postez votre question, votre difficulté dans les commentaires et au numéro suivant, votre question sera répondue sans problème. En fait, en construction, la structure d'un ouvrage veut désigner tout simplement l'ossature de ces bâtiments ou l'ossature de cet ouvrage. Donc la structure en question, c'est cet élément qui est composé de plusieurs éléments porteurs en fait. Donc ces éléments peuvent être par exemple le poutre, poteau, fondation. Donc vous voyez un peu la composition de tous ces éléments s'appelle la structure ou l'ossature en fait de cet ouvrage que nous allons utiliser, que nous allons calculer, que nous allons dimensionner, ainsi de suite. Donc si vous comprenez bien, la structure d'un ouvrage, c'est même l'élément résistant de cette structure, de cette ossature. Donc toutes les forces qui seront appliquées sur la structure, sur cette ossature, bien sûr, seront reprises par ces éléments de structure. Donc, vous allez comprendre que cette ossature est composée de ces éléments de structure et ces éléments de structure qui seront bien dimensionnés, qui seront bien prédimensionnés en amont pour que cette dernière résiste en toute sécurité. Sinon, si une structure n'est pas bien dimensionnée, une structure n'est pas bien prédimensionnée ou une structure n'est pas stable, disons, votre bâtiment ne saura pas résister à toutes les actions qui seront appliquées dessus. Donc c'est ça un peu l'ossature. Donc comprenez que c'est même l'élément mère. L'ossature en fait c'est même notre bâtiment. Non, c'est cet élément, l'ensemble de ces éléments qui va faire à ce que l'équilibre soit établi sur notre structure. Donc c'est ça en fait une structure. Normalement, les prédimensionnements, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre l'essence du mot en fait. Pourquoi doit-on prédimensionner une structure? Donc, le prédimensionnement, en fait, c'est une prédéfinition des dimensions des éléments des structures. Dans les prédimensionnements, nous ne regardons pas les charges qui sont appliquées. Nous ne regardons pas les actions, en fait. Nous ne tenons pas en compte les actions qui sont prises en compte dans les dimensionnements de cette structure. Donc, comprenez que le prédimensionnement, c'est une opération qui s'est fait, en fait, dans le but de déterminer les dimensions préalables, les dimensions extérieures des éléments des structures. Donc, lorsque nous prenons une structure, il faut regarder en fait dans le détail, regarder que cette structure est composée de plusieurs éléments de structure. Et lorsque nous voulons faire le prédimensionnement touche en fait chaque élément de structure. Nous voulons prédimensionner par exemple une poutre de cet ouvrage. Il faut déterminer les dimensions extérieures de cette poutre. Donc en réalité, le prédimensionnement, c'est une faculté de donner des dimensions extérieures à nos éléments de structure en se basant généralement sur des formules qui sont expérimentales. Des formules qui sont expérimentales
Ce sont ces formules qui vont nous aider, par exemple, à déterminer toute la dimension extérieure de notre structure. Donc, c'est ça, en fait, le prédimensionnement. Et vous allez comprendre que avant de faire le dimensionnement, il faut passer d'abord par ces prédimensionnements. Vous avez le prédimensionnement, vous avez la dimension extérieure de notre structure. Et c'est avec ces dimensions extérieures que nous allons introduire dans les calculs pour pouvoir calculer maintenant la résistance de ces éléments de structure ou de cette section extérieure que nous venons de prédimensionner face aux actions qui sont appliquées. Donc, lorsque je parle des actions, je suis en train de voir toutes sortes de forces extérieures qui sont appliquées à la structure. Donc, je vois de force du vent, par exemple, la pression du vent, c'est une action. Je vois toutes les actions, toutes les forces permanentes, par exemple, les forces permanentes. Les actions qui sont permanentes sont des actions qui sont dues au poids propre, au poids mort. Non, des actions qui ne sont pas tellement variables, hein, ce sont des actions permanentes. Nous avons aussi des actions variables. Et nous avons aussi des actions telles que le séisme, par exemple. Nous avons des actions telles que les actions de choc. Les actions de choc dans la structure. Donc, il y a plusieurs actions, en fait. Alors, le prédimensionnement ne dépend pas de toutes ces actions. Le prédimensionnement dépend tout simplement de la longueur ou de la hauteur de la pièce. Longueur, hauteur de la pièce. Donc, vous allez comprendre que c'est une étape très importante dans le calcul de bâtiments ou des ouvrages en génie civil. Donc, c'est ça un peu le prédimensionnement. Alors, pourquoi nous allons faire le dimensionnement d'une structure ou des éléments de structure? Je crois bien que dans la deuxième question, nous avons répondu pourquoi doit-on faire le prédimensionnement. Et maintenant, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi faire le dimensionnement d'une structure. Alors, le dimensionnement d'une structure, c'est quoi? C'est comme, vous comprenez le terme, le dimensionnement revient tout simplement à dire que c'est une opération. C'est aussi une opération qui consiste à déterminer les dimensions extérieures et intérieures de notre élément de structure. Extérieur, on a prédimensionné, il n'y a pas de problème. Je suppose, par exemple, vous avez trouvé une section de l'élément de structure, une section, par exemple, de B fois H, base hauteur, par exemple, et c'est une dimension extérieure. Alors, lorsque nous allons passer dans l'étape de dimensionnement, ça reviendra tout simplement à vérifier si ces prédimensionnements qui a été fait en amont résistent en fait à toutes les actions qui seront appliquées. Bien sûr, le prédimensionnement peut résister, les dimensions extérieures peuvent résister, bien sûr, mais on doit regarder maintenant s'il faudrait renforcer ces prédimensionnements, cette section extérieure, avec des éléments intérieurs tels que le bar de fer lorsque nous parlons par exemple du béton armé. Dans le prédimensionnement de béton armé, nous trouvons des sections extérieures par le prédimensionnement et nous voulons déterminer les armatures, les sections en fait des armatures qui vont faire à ce que cette section résiste plus facilement à l'action appliquée. Lorsque nous sommes dans la construction en bois par exemple, ou une structure métallique par exemple, nous faisons le prédimensionnement en amont et on vient appliquer la charge, appliquer l'action pour pouvoir déterminer les éléments de réduction qui peuvent détruire en fait notre section. Connaissant ces éléments de réduction, nous allons passer maintenant à la vérification de résistance de cette section. Là, nous sommes dans le dimensionnement. Donc, voir si cette section qui a été prédimensionnée pourrait être capable de supporter toutes les charges appliquées. Alors, si dans l'opération, en fait, dans l'étape de dimensionnement, on trouve que la section métallique ou en bois qui a été prédimensionnée ne convient pas pour supporter la charge extérieurement appliquée, automatiquement, on refait le
dimensionnement, où on refait le prédimensionnement. Donc, vous allez comprendre que le dimensionnement sera fait en choisissant une autre section du matériau qui peut faire à ce que le matériau résiste en toute sécurité après l'application de la charge. Donc, c'est ça en fait le dimensionnement. Donc, bref, c'est une opération qui consiste à vérifier le prédimensionnement qui a été fait et trouver une section susceptible à supporter toutes les charges appliquées. Retenez que dans le dimensionnement, on mise surtout sur la résistance de l'élément. Cet élément qui est dimensionné peut être un élément bien sûr qui doit se déformer, mais on ne refuse pas la déformation. Donc, chez nous, on ne refuse pas dans la déformation, on accepte la déformation, mais seulement il faut que ces matériaux résistent. Il faut que ces matériaux résistent. Voilà le pourquoi nous faisons allusion à des systèmes qui sont irréversibles, des systèmes qui peuvent reprendre leur forme après suppression de toute charge. Donc, dans les dimensionnements, nous gardons notre section de la pièce, mais seulement nous vérifions qu'après l'application de la charge, cette section de la pièce peut résister en toute sécurité, sans problème. Sans problème. Je crois, dans les dimensionnements aussi, nous avons le règlement des calculs que nous allons prendre en compte. Voilà le pourquoi. Dans le dimensionnement, bien sûr, nous avons des règlements tels que le BAL, le béton armé aux états limites, les calculs de béton armé aux états limites pour le matériau béton armé. Et nous avons les zéro codes. Vous voyez, vous avez les zéro codes qui vous font l'application en fait de structures métalliques, structures en bois, structures même en béton armé. Il y a le règlement qu'il faut respecter, les normes de pondération des charges qu'il faut prendre en compte avant de faire ces dimensionnements. En réalité, en fait, la fondation, c'est un élément très important d'un ouvrage. Un élément très important, très capital. Par définition, la fondation, c'est un élément de structure, parce que nous avons parlé de la structure. La fondation, c'est un élément de structure ayant pour rôle de reprendre toutes les charges et surcharges de la superstructure et le déposer dans le sol, le transmettre dans le sol. Comprenez que c'est un élément de structure très important qui a pour rôle, je répète, de reprendre, de récupérer toutes les charges et surcharges de la structure et le déposer dans le sol. Donc, vous allez comprendre que la fondation, si elle est mal dimensionnée, toute la structure est foutue. Toute la structure est foutue parce que tu peux bien faire tes dimensionnements de la superstructure. Donc, la poutre, tu calcules bien la poutre, tu calcules bien le poteau, tu calcules bien tes murs, tu calcules très bien toute la superstructure, mais lorsque vous arrivez à la fondation et il vous arrive que la fondation est mal dimensionnée, automatiquement toute la structure sera par terre. Donc voilà le pourquoi il est important de bien calculer la fondation, très bien dimensionner la fondation. S'il faut bien faire le prédimensionnement, commencer par le prédimensionnement, évaluer très bien toutes les charges qui récupèrent cette fondation et transmettre dans le sol toute cette charge. Et l'importance maintenant de faire la descente des charges, c'est quoi? C'est que il faut savoir faire d'abord, très bien faire l'inventaire de toutes les charges que récupère la fondation. Parce que si vous récupérez mal toutes les charges de cette fondation, vous allez faire aussi un mauvais dimensionnement. Donc, il faut bien faire la descente des charges sur cet élément de structure et en dehors de ça, récupérer toutes les dimensions possibles, les dimensions qui seront compatibles pour déposer toute cette charge dans le sol. Et alors, pour la question de connaître, savoir quelles sont les conditions de stabilité de cette fondation, la réponse est simple. La réponse est que la condition de stabilité, c'est que la contrainte produite par les bâtiments doit être inférieure à la contrainte du sol, la contrainte admissible du sol. Retenez que lorsque vous faites les essais du sol,
lorsque vous faites les essais du sol, vous aurez affaire à 3 contraintes qu'il faut déterminer en fait. Les laboratoires viendront faire les essais de ces sols. Au laboratoire, on vous donnera la valeur de la contrainte admissible. Vous aurez cette valeur de la contrainte admissible. Vous aurez une valeur de la contrainte de référence. Vous aurez cette valeur. Vous aurez une valeur de la contrainte ultime du sol. Généralement, il faut affecter un coefficient de sécurité. Généralement, ce coefficient de sécurité est de 3 entre la contrainte ultime et la contrainte admissible. Donc, vous allez voir ça dans les cours de géotechnique. Vous allez vous rendre compte que la contrainte admissible est le 1/3 de la contrainte ultime. Là, on affecte juste un coefficient de sécurité de 3. Une fois que vous avez la contrainte admissible du sol, c'est une contrainte qui vous est donnée au laboratoire, après essai du sol. Vous revenez encore dans le calcul sur papier de votre structure. Vous allez calculer cette structure, vous faites la descente des charges. Si vous avez affaire par exemple à une fondation qui a une section d'appui, disons une section d'appui dans le sol, cette section, prenons si la section des contacts, la surface des contacts est de 2 mètres carrés par exemple. Je prends un exemple. Une surface de contact au sol de 2 mètres carrés, vous allez vous rendre compte que la charge que vous allez produire à la descente des charges, divisée par cette section de contact, cette surface de contact, vous allez trouver une contrainte. Et cette contrainte, c'est une contrainte des calculs. C'est la contrainte des calculs, une contrainte provenant de la descente des charges, du rapport en fait entre la charge ultime trouvée et la surface d'appui. Et la condition de résistance maintenant est que cette contrainte des calculs doit être inférieure à la contrainte admissible. Si vous trouvez une contrainte des calculs inférieure à la contrainte admissible, vous allez vous rendre compte que votre fondation sera stable. Donc la fondation sera stable sans problème. Donc là, c'est une condition en fait par rapport à la contrainte que donne le bâtiment dans le sol. Mais seulement, il y a certaines conditions aussi pour vérifier la stabilité. Lorsque tu veux vérifier la stabilité de la fondation au renversement par exemple, il y a des cas où il faut vérifier la stabilité de la fondation au renversement et aussi la stabilité de la fondation de votre ouvrage au glissement. Il y a des conditions qu'il faut prendre en compte. Mais lorsque vous avez une fondation qui est ancrée suffisamment dans le sol, la seule condition qu'il faut vérifier en fait, c'est que la contrainte admissible doit être supérieure à la contrainte des calculs trouvés. Donc c'est ça en fait notre condition de stabilité. Donc vous allez comprendre que la fondation est un élément très important d'un ouvrage et qui nécessite suffisamment des calculs approchés, des calculs affectés en fait à des précisions un peu élevées. Donc il faut avoir vraiment de précision dans les calculs de la fondation pour ne pas tomber dans des erreurs qui peuvent créer la ruine ou la destruction de votre ouvrage. Donc je vous rappelle encore bien que la superstructure, votre superstructure peut être très bien dimensionnée, très bien calculée, mais l'infrastructure qui est la fondation mal calculée, sachez très bien que les tout ne répondra pas. Voilà le pourquoi nous avons commencé par le prédimensionnement. Nous sommes passés au dimensionnement de notre structure et maintenant il faut bien calculer aussi votre fondation. Donc vous allez comprendre dans les calculs de la fondation, la descente des charges dont nous faisons, cette charge provient du dessus. Donc il faut bien faire l'inventaire de toutes les charges qui sollicitent la structure. Tu peux bien faire le calcul. Tu peux bien faire les calculs, tu fais très bien de combinaison de charges, mais seulement tu oublies une charge quelconque qui sollicite votre structure. Cela peut vous créer encore des charges de surplus sur votre structure. Voilà le pourquoi on vous dit lorsque vous faites votre descente des charges, vous faites votre inventaire des charges, il faut être très attentif à toutes les charges qui sollicitent votre structure. Donc lorsque vous êtes attentif comme ça, vous allez récupérer
une charge précise, même si le règlement des calculs vous impose certains coefficients de sécurité ou certains coefficients de pondération qu'il faut utiliser lorsque vous avez des charges. Je prends le cas par exemple de BAL. Le règlement BAL vous dit lorsque vous avez affaire à une charge permanente, il faut affecter cette charge généralement par un coefficient de 1,5, 1,35 plutôt. 1,35, généralement un coefficient affectable aux charges permanentes lorsque vous êtes à l'élu. Vous êtes à limite ultime. Pour la charge d'exploitation par exemple, vous avez affaire à un coefficient de 1,5. Un coefficient qui est généralement utilisé à l'élu, aux états limites ultimes. Mais seulement lorsque vous avez aussi des charges roulantes, en dehors de ces coefficients de 1,5, vous devrez affecter encore d'un certain coefficient dynamique. Il y a un coefficient dynamique qu'il faut calculer parce que les charges roulantes affectent aussi des vibrations sur nos structures en fait. Lorsque vous faites très bien vos combinaisons, vous allez comprendre que la fondation pourrait récupérer la charge qui lui est destinée. Et lorsque vous avez cette charge, prenez soin de faire votre dimensionnement de votre fondation et vérifier la condition de stabilité de votre structure. Et si vous trouvez que la contrainte admissible est inférieure à la contrainte des calculs trouvés, votre fondation ne sera pas stable. Et dans ces cas, il faut chercher maintenant à élargir en fait le dimension d'appui de votre semelle ou de votre fondation. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, lorsque vous trouvez par exemple, par rapport à votre espace, vous trouvez que la semelle exige une très grande surface, et là, vous allez chercher une ou un type de fondation à adopter en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de fondations et vous allez adopter en fonction de vos calculs, en fonction de vos résultats des calculs en fait. Donc c'est ça un peu la fondation, le détail sur la fondation. La différence entre une semelle rigide et une semelle souple, c'est qu'il y a une condition. Il y a une condition pour qu'une semelle soit rigide, une condition où une semelle soit souple. En fait, nous avons affaire à des semelles isolées, disons, à des semelles isolées. Ou soit un raté général, par exemple, ou soit une semelle qui... une fondation qui répond à la condition de rigidité ou à une condition qui la rend en fait souple. Une semelle rigide. Une semelle est rigide lorsque cette semelle, premièrement, cette semelle ne se déforme pas sous l'effet de la charge appliquée. Donc la semelle comprime le sol sans se déformer. C'est là une semelle rigide. Donc, je répète, la semelle comprime le sol sans se déformer. La semelle est rigide. Mais lorsque la semelle se déforme tout en comprimant le sol, et là, il y a de formation. Là, il y a de formation. La semelle se déforme. Et dans la déformation, en fait, dans la déformation de la semelle, ça va nécessiter, en fait, il y aura certaines zones qui seront tendues, certaines zones qui seront comprimées. Et là, il faut appliquer maintenant le principe d'armement, le principe d'armature. Par exemple, lorsque vous avez une semelle en béton armé, il faut voir maintenant quelles sont les parties qui sont tendues, quelles sont les parties qui sont comprimées. Donc, une semelle qui est rigide, c'est une semelle qui répond à la condition. Donc, la grande base de la semelle, moins le petit côté du poteau qu'il supporte, le poteau qui est au-dessus de cette semelle, divisé par 4, et tout plus additionné à 5, et cette condition vous donne une valeur qui doit être une valeur de référence. Une valeur de référence, comme vous le voyez dans votre écran, la formule qui est affichée là, cette valeur trouvée à travers cette formule, si cette valeur traduit la valeur de la hauteur que vous allez trouver, si cette hauteur est supérieure à la valeur trouvée à travers cette formule, la semelle est rigide. Si la valeur de la hauteur que vous trouvez est inférieure à cette valeur
trouvez dans la formule, la semelle est souple. Et lorsque la semelle est souple, il y a des déformations qui vont se produire après l'application de la charge. Allez voir, vous avez des parties qui sont tendues et des parties qui sont comprimées qui nécessitent des barres autrement. Donc c'est ça un peu une semelle souple, une semelle rigide. Je répète, comme je l'ai dit en amont, une semelle peut être rigide lorsque cette semelle ne se déforme pas, lorsqu'il y a l'application de la charge et cette semelle comprime le sol sans pourtant se déformer, tel que je viens de le dire encore. Mais la semelle souple se déforme lorsque la charge est appliquée dans le sol. C'est ça un peu la différence entre ces deux. Je crois qu'il y aura encore d'autres questions, certaines questions qui seront répondues avec notre prochain numéro. Nous sommes à la fin de ces premiers numéros. C'était votre ingénieur, votre formateur, Gustave Chani, qui vous accompagne plus dans de formation en ligne en fait, sur la chaîne Gust Tutoriel. Mais cette fois-ci, nous sommes sur IBGC SARL. Aimez notre page, activez vos clochettes de notifications de sorte que vous ne ratiez aucune de nos publications lorsque ça sera mis en ligne. Suivez notre émission régulièrement, commentez, likez, commentez régulièrement, posez vos questions dans les commentaires et vos questions seront répondues dans nos prochains numéros. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.